Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce numéro d'International. Merci de votre fidélité à l'écoute de cette émission RFI TV5 Monde réalisée en collaboration avec le quotidien Le Monde. Nous allons parler aujourd'hui d'une planète en état d'urgence, en urgence humanitaire. Peut-être jamais depuis 70 ans, la planète, donc le monde, n'ont connu une telle situation de détresse. On estime qu'au moins 125 millions de personnes ont besoin d'une aide urgente, soit pour des raisons de conflit, de déplacement, de réfugiés, soit pour des catastrophes naturelles. Pour la première fois, demain, l'ONU organise un sommet mondial de l'humanitaire. Ce sera à Istanbul, en Turquie, quelques 6000 participants, 80 pays représentés. André Vallini, ministre français en charge du développement, conduira la délégation française. Monsieur le ministre, merci d'être avec nous, de répondre aux questions de Sophie Malibaud de RFI et de Marc Semo du Monde. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un sommet? Il y a généralement un scepticisme autour de ces grands-messes. Ce sommet est le premier du genre. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, a décidé d'organiser pour la première fois un sommet mondial sur la question humanitaire. Donc c'est une chose qu'il faut saluer parce que je crois que c'est important qu'un sommet mondial se réunisse sur ce sujet. Et ce qu'on peut en attendre, ce sont des engagements qui seront pris à Istanbul et qui seront ensuite, je l'espère, c'est le processus qui est prévu, qui seront ensuite adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre, sur rapport du secrétaire général. Alors on va voir les enjeux de ce sommet et puis naturellement, beaucoup de questions vont en découler. 3 ans de discussion avec plus de 23 000 interlocuteurs, c'est ce qu'il a fallu à l'ONU pour préparer le sommet humanitaire mondial d'Istanbul. Alors que les crises se multiplient à travers le monde, le secteur doit faire face à de nouveaux défis. Ce week-end, des rencontres plutôt rares ont lieu à Istanbul. On aura des représentants des États membres, on aura des présidents, des chefs de gouvernement, chefs d'État, mais on aura également des leaders d'organisations non gouvernementales, nationales, internationales, du secteur privé. L'ambition de l'ONU, penser une nouvelle approche de l'humanitaire. Au cœur des discussions, l'action en amont des crises et le rapprochement de l'aide d'urgence et de l'aide au développement. En parallèle, de nombreuses ONG exigent une réforme. Elles demandent un cadre pour respecter les règles humanitaires, encourager les initiatives locales ou encore simplifier les financements. Have you ever faced an impossible choice? Like having to choose between medicine or food for your family? Dans un clip vidéo, l'ONU encourage les États à participer au sommet. 80 gouvernements sont inscrits, mais la présence de certains d'entre eux fait polémique. On ne veut pas aller s'installer sur des fauteuils avec des États qui, eux, souvent, ne respectent pas la mission médicale, attaquent les humanitaires, ne respectent pas les règles des guerres. Ces derniers mois, MSF a été touché à plusieurs reprises par des attaques contre ses structures médicales dans des zones de guerre. La décision de l'ONG de ne pas participer au sommet d'Istanbul reflète le scepticisme d'autres acteurs humanitaires quant à l'efficacité de cette rencontre. André Vallini, on le voit sur ces quelques images, ce qui frappe, c'est la situation d'urgence, notamment pour les réfugiés du fait des conflits ou les réfugiés économiques. Il y a un débat en Europe pour savoir quelle peut être la réponse. Il y a une sorte de sous-traitance à la Turquie avec ces hotspots, disons ces centres d'accueil. Est-ce que la réponse de la France, aujourd'hui, à vous semble satisfaisante, vous semble suffisante? La réponse de la France, elle n'est pas isolée, elle s'inscrit dans le cadre européen. Et moi, je considère que la réponse européenne n'est pas à la hauteur de ce qu'elle aurait dû être, de l'histoire qui est celle de l'Europe, des valeurs qui sont celles que défend l'Union européenne ou qu'elle est censée défendre. Cette réponse, elle n'est pas satisfaisante. Le problème, c'est que quand on est à 28 autour d'une table, il faut tenir compte de tous ceux qui sont autour de la table, et notamment de certains pays à l'est de l'Europe qui ont entravé la réponse telle qu'elle aurait dû être. Je parle de la réponse européenne. On sait que des tendances populistes, voire xénophobes, sont à l'œuvre dans certains pays d'Europe de l'Est, et pas seulement en Europe de l'Est, mais ces tendances en Europe de l'Est se manifestent même jusqu'au sein des gouvernements de certains pays d'Europe de l'Est, et tout ça a évidemment empêché... On pense à la Hongrie, à l'Autriche, à la Pologne, à un certain nombre de ces pays. Et à la Slovaquie, oui, pourquoi ne pas les citer. Oui. Et ces gouvernements ont empêché l'Europe de fournir la réponse qu'elle aurait dû fournir. Alors, il y a un accord avec la Turquie
qui a été passé, qui n'est pas encore complètement réalisé. Il y a des conditions qui ont été mises de la part de la Turquie, mais aussi de la part de l'Union européenne. Moi, je souhaite évidemment que toutes les conditions soient remplies pour que cet accord soit le plus efficace possible. Mais j'écoute beaucoup ce que dit le pape, moi, le pape François, quand il appelle l'Europe à être à la hauteur de son message humaniste, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Monsieur Vallini, revenons tout de même sur le cas de la France. Combien la France a-t-elle accueilli de réfugiés depuis le début de la crise? Quelques milliers, 30 000 sont prévus. Et je pense que... Est-ce que c'est pas un peu dérisoire par rapport aux 2 millions en Turquie, aux 1,5 millions en Jordanie, enfin des chiffres qui sont d'une autre envergure? 1 million en Allemagne. Oui, l'Allemagne en a accueilli beaucoup dans un premier temps avant de réaliser que ce ne serait pas aussi facile, entre guillemets, facile que certains pouvaient le penser. Donc l'Allemagne a réorienté sa politique d'accueil depuis quelque temps, vous le savez. Moi, je pense qu'on s'y est mal pris, je parle de l'Union européenne. On aurait dû s'adresser aux collectivités locales, aux communautés, comme on dit souvent sur certains continents, notamment en Afrique. Mais qu'est-ce qui empêche les Français de le faire? Et prendre, par exemple, à témoin les maires de France et leur dire, voilà, on pourrait décider que chaque commune de France accueille 1 à 2 familles par tranche de 5 000 habitants. Moi, j'ai été maire pendant 15 ans de ma petite ville natale, qui fait 8 000 habitants. On aurait facilement accueilli 1 à 2 familles. Et moi, je sais ce qui se serait passé dans ma petite ville, comme dans toutes les villes de France et d'Europe. La population locale aurait pris fait et cause pour sa famille de réfugiés, pour ses 2 familles de réfugiés. Mais c'est trop tard. Les gens auraient apporté du lait en poudre, des couvertures, des vêtements, de la nourriture pour les enfants. C'est comme ça qu'il fallait faire. Monsieur Vallini, est-ce qu'il est trop tard pour bien faire? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Moi, je profite de ma présence dans votre studio et à votre émission pour dire qu'on peut encore s'y prendre autrement et que l'Union européenne, malgré certains pays d'Europe de l'Est, doit justement changer d'optique et s'adresser, je le répète, pas seulement au cœur et à la générosité, et les gens ont de la générosité, d'ailleurs on le voit quand une photo provoque l'émotion que l'on connaît, et il y a des élans de générosité qui se manifestent, mais au-delà de ces élans ponctuels de générosité, parce qu'ils passent ces élans de générosité, la photo, elle est remplacée par d'autres photos, hélas, il faut que l'Union européenne demande à ses membres, y compris aux plus réticents et aux plus récalcitrants, de s'adresser à la population et aux communautés locales. Je crois que c'est par la base, si j'ose dire, qu'on peut arriver à changer de politique. Monsieur le ministre, les réfugiés eux-mêmes ont des désirs. Par exemple, beaucoup, la grande majorité voulait aller en Allemagne, en Suède, assez peu, finalement, voulaient venir en France. Et vu le climat qui règne aujourd'hui en Europe centrale, Pologne, Hongrie, Slovaquie, Autriche, beaucoup d'entre eux auront envie, si par miracle les relocalisations pouvaient avoir lieu, d'aller dans ces pays-là. Alors aussi, par rapport au fait que peu veulent venir en France, comment vous l'expliquez? Pourquoi la France, patrie des droits de l'homme, n'a plus aujourd'hui cette force d'appel? La France est toujours vue de l'étranger comme un pays qui défend les droits de l'homme. De ce point de vue, je peux vous rassurer, moi, depuis que je suis dans les fonctions que j'occupe aujourd'hui, je sillonne les pays étrangers, et pas seulement en Afrique, et je réalise, et avec bonheur, à quel point la France a toujours cette image d'un pays où on défend les droits de l'homme. Il ne faut pas noircir le tableau à l'excès. C'est vrai que les débats politiques qui ont lieu dans chacun des pays européens sont connus de la part des réfugiés. Grâce aux réseaux sociaux, aux téléphones portables, tout le monde sait à peu près tout sur ce qui se passe dans les autres pays. Donc les débats qui ont eu lieu, les débats qui ont agité la politique française depuis quelques mois ont sans doute dissuadé certains réfugiés de vouloir demander la France comme pays de destination. Et je le regrette d'ailleurs. Alors est-ce qu'il y aurait une possibilité que la France s'implique davantage, par exemple, dans l'aide dans les camps de réfugiés, l'aide aux réfugiés qui sont dans les pays environnant la Syrie, puisque c'est un des pays où... Oui, mais on le fait déjà beaucoup. Vous savez, Madame Malibaud, on le fait déjà beaucoup. On aide beaucoup la Grèce. Le Premier ministre va aller au mois de juin en Grèce et annoncer un renforcement de l'aide française. Moi-même, je serai la semaine prochaine, à partir de mercredi, en Irak, au Kurdistan irakien. Et je vais aller non seulement voir ce qui s'y passe, mais aussi manifester le soutien de la France et rappeler que l'aide française existe. Nous aidons
les organisations internationales, nous aidons les ONG qui s'occupent des réfugiés partout, en Turquie, autour de la Turquie, et au Liban et en Jordanie. La France fait déjà des efforts. Ces efforts, ceux de la France, comme tous les efforts que nous manifestons depuis quelques mois, depuis que cette crise existe, sont encore insuffisants, mais ils existent. Il y a tout un débat actuellement entre l'aide humanitaire, c'est-à-dire l'urgence, répondre à cette préoccupation d'urgence, et le développement, c'est-à-dire à plus long terme. Comment vous êtes en charge du développement, vous êtes ministre du développement pour la France, comment gérer cette double préoccupation? Il faut faire vite, mais il faut travailler dans la durée. Eh bien justement, les choses ont évolué, vous avez raison, Monsieur Dessein, depuis quelques années, et depuis quelques mois en particulier, on se rend compte qu'il n'y a pas de frontière totalement étanche entre l'aide au développement et l'aide humanitaire. Ce que nous devons faire en urgence sur le plan humanitaire, il faut le prolonger en même temps par une action à plus long terme sur le développement. Les choses sont imbriquées pour plusieurs raisons. D'abord parce que les crises sont de plus en plus nombreuses, qu'elles touchent de plus en plus de pays et qu'elles durent de plus en plus longtemps. Il faut savoir qu'un réfugié aujourd'hui reste en moyenne 18 ans en situation de réfugié. Il faut savoir que les crises en moyenne durent 12 ans. Aujourd'hui. Donc on ne peut plus séparer l'action humanitaire d'urgence et l'aide au développement. Il faut mener les deux de front. Il y a quelque chose qu'on comprend bien aussi avec cette durée, 18 ans dans les camps, ça veut dire qu'il faut une éducation pour les enfants. Oui. Par exemple, il y a un signal d'alarme qui est tiré par l'UNESCO qui dit que les enfants sont en moyenne à peine 1 sur 2 à être scolarisés et au collège à peine 1/4 à pouvoir avoir accès à l'éducation. Je crois que c'est un sujet qui vous tient à cœur, l'éducation des enfants. C'est ma priorité. Oui, depuis quelques mois que j'ai été nommé au secrétariat d'État au développement et à la francophonie, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup écouté, beaucoup rencontré d'acteurs qui s'occupent de ces sujets. Et j'ai décidé, pour l'année qui vient, jusqu'en 2017, d'avoir une priorité. Non pas que je me désintéresse de tous les autres sujets, mais je veux faire de l'éducation ma priorité. De l'enfance en général, mais de l'éducation en particulier. À commencer par les camps de réfugiés ? Et plus précisément encore, dans l'éducation, de l'éducation en situation d'urgence. Aujourd'hui, il y a 60 millions d'enfants qui sont en difficulté dans leur parcours scolaire, qui sont entravés dans ce qui devrait être leur scolarisation. 37 millions ne sont pas scolarisés du tout, à cause de crises au pluriel, et notamment de la crise syrienne. Et globalement, dans le monde, il y a 60 millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés du tout. Mais je reviens à l'éducation en situation d'urgence. C'est la priorité de la priorité que l'on doit donner à l'éducation. De ce point de vue, je suis en rapport constant avec Gordon Brown, qui est chargé, l'ancien Premier ministre britannique, qui est chargé par Ban Ki-moon aux Nations Unies d'une mission spécifique sur l'éducation en situation d'urgence. Et à Istanbul, à partir de demain, nous allons, Gordon Brown, la Grande-Bretagne, le Danemark, la France, par ma voix, avec d'autres pays, essayer de mobiliser la communauté internationale sur la nécessité de donner la priorité à l'éducation en situation d'urgence. Parce qu'on est en train de sacrifier une génération. Lorsqu'un enfant n'est pas scolarisé ou très mal scolarisé depuis sa plus petite enfance jusqu'à l'adolescence, on en fait évidemment une proie facile pour beaucoup de choses, et notamment pour la radicalisation. Donc il faut évidemment avoir à l'esprit ce danger qui guette tous ces enfants non scolarisés ou mal scolarisés, et nous devons faire pour l'éducation aussi bien et autant que nous avons fait pour la santé. Moi, je me suis fait communiquer des chiffres. Depuis une vingtaine d'années, nous avons fait beaucoup, notamment nous, la France, nous sommes 2e contributeur mondial dans la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Ces 3 maladies ne cessent de reculer. On peut les éradiquer d'ici 2030. C'est possible. Donc il ne faut pas relâcher les efforts, ni contre le sida, ni contre la tuberculose, car on l'oublie trop souvent, elle fait encore des ravages en Afrique notamment, ni contre le paludisme. Il faut continuer à faire énormément contre ces 3 maladies. Mais il faut faire pour l'éducation autant qu'on a fait pour la santé. Et depuis quelques années, l'éducation ne cesse de reculer en termes quantitatifs. On consacre de moins en moins, en valeur relative par rapport à la santé, on consacre de moins en moins d'argent à l'éducation, relativement à ce que l'on consacre à la santé. Moi, je veux, au niveau de la France en tout cas, et au niveau international, avec Gordon Brown et avec d'autres, rééquilibrer les choses. Donc, cette éducation en urgence donc, sera l'un des enjeux du sommet d'Istanbul. Mais qu'est-ce que vous attendez d'autre de ce sommet ? Parce qu'il y a quand même un certain scepticisme. Certaines ONG comme MSF n'y vont pas. Ont décidé... MSF France, oui. MSF France, en signe de protestation. Ensuite, sur les pays qui seront là, les quelques 80 pays, la moitié seront représentés au niveau de chef d'État et de gouvernement, d'autres à un niveau
ministérielle, dont apparemment la France. Oui. C'est un geste politique de marquer une certaine critique vis-à-vis de carence de la Turquie sur d'autres sujets. Non, pas du tout. Il était prévu depuis le départ que je me rende à Istanbul. Le président de la République, en fonction des contraintes de son agenda, ne peut pas s'y rendre, mais je vais porter le message de la France et il sera fort ce message. Je viens de parler de l'éducation. Je vais aussi porter un message concernant la prévention des crises et notamment le rôle que veut jouer, que doit jouer et que va jouer la France comme membre permanent du Conseil de sécurité. Il faut absolument renforcer au niveau des Nations Unies la prévention des crises. Je vais porter aussi le message dont on parlait à l'instant de la nécessité de prendre en compte le continuum qu'il y a maintenant entre l'urgence et le développement, entre le court terme, l'humanitaire à court terme et l'aide au développement à moyen et long terme. Et malgré tout, Monsieur le Ministre, est-ce qu'il n'y a pas tout de même une gêne par rapport, entre la France et la Turquie, par rapport notamment, vous le dites vous-même, vous allez aller voir les Kurdes irakiens prochainement. Les Kurdes en Turquie, actuellement, c'est aussi un grave problème. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même une gêne sur le plan diplomatique qui explique l'absence du chef de l'État en Turquie à ce sommet? C'est un sommet. Non, c'est un sommet humanitaire mondial. Ce n'est pas organisé par la Turquie, ce qui va se passer à Istanbul. C'est organisé à Istanbul, en Turquie, mais c'est organisé par les Nations Unies. Donc il ne faut pas mélanger les deux choses. Il y a des discussions, c'est vrai, entre la France et l'Union européenne dans sa totalité et la Turquie, et notamment sur le respect des libertés, des droits de l'homme, de la liberté de la presse, des traitements qui sont réservés aux Kurdes en Turquie. Oui, c'est vrai, oui, je ne nie pas cette réalité. Mais là, je parle du sommet humanitaire mondial et j'insiste encore sur les deux derniers messages que je vais porter à Istanbul. La nécessité de mieux prendre en compte les réfugiés pour raisons climatiques, dont on s'aperçoit qu'ils sont de plus en plus nombreux autour de la planète. Et puis enfin, la nécessité de mieux faire respecter la protection des civils dans les conflits armés et notamment le respect du droit international humanitaire. Voilà les 5 messages que je porterai au nom de la France à Istanbul. Et notamment les soignants qui sont pris eux-mêmes pour cible. Et notamment les soignants, mais pas seulement les soignants. J'ai réuni les ONG, les 12 ONG qui m'accompagnent à Istanbul. Je les ai réunis mercredi soir à mon ministère. Et ils sont très vigilants au fait qu'on ne parle pas que des soignants. Parce qu'il y a bien sûr les soignants, les personnes de santé, mais il y a tous ceux et toutes celles qui travaillent dans des ONG, qui ne sont pas forcément dans le domaine médical ou paramédical, qui sont eux aussi parfois pris pour cible. Parce que le nombre d'humanitaires victimes tués ou blessés dans leur action a doublé en 10 ans. Oui, c'est un vrai sujet. C'est pour ça que ça fait partie des 5 messages très forts que je souhaite porter à Istanbul au nom de la France. Et je sais que peut qualifier de crime de guerre, d'ailleurs. Absolument. Et je crois savoir, et je l'espère en tout cas, que cela fera partie des conclusions du sommet d'Istanbul mardi soir, qui sera ensuite porté par le secrétaire général à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York au mois de septembre. Mais est-ce qu'il n'y a pas une restriction des espaces dans lesquels aujourd'hui peut se développer l'humanitaire? Je pense très concrètement à l'exemple de la Syrie. Mais c'est bien le sujet, oui. C'est bien le sujet dont on parle maintenant, et c'est contre ça que nous voulons nous élever avec les ONG. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Il est possible de faire en sorte que le Conseil de sécurité, et encore mieux l'Assemblée générale des Nations Unies, dès l'automne prochain, prennent des résolutions, et plus que des résolutions, établissent une sorte de législation internationale, une nouvelle législation internationale qui viendra s'ajouter à celle qui existe déjà, une convention internationale qui devra renforcer la protection des civils et notamment des humanitaires lors des conflits armés et qui permettra aux ONG d'accéder justement aux lieux de crise, aux lieux où les populations, aux lieux au pluriel où les populations sont le plus en difficulté. L'automne prochain, c'est très loin pour les populations civiles en Syrie qui sont assiégées, qui ne peuvent pas obtenir d'accès à l'aide. Est-ce qu'il n'y a rien à faire dans l'urgence? Et des choses se font. Des choses se font dans l'urgence. Les ONG, les États qui les soutiennent, le système onusien, le HCR notamment, l'UNICEF aussi, d'autres encore, essaient le plus possible d'accéder aux populations les plus en difficulté, des populations victimes, qui sont évidemment parfois très loin du secours qu'on doit leur apporter, mais le calendrier de l'ONU, il est le suivant. Il y a un sommet à Istanbul, il y a une assemblée générale à New York en septembre. André Vellini, nous allons nous retrouver dans un instant. Nous parlerons de la situation humanitaire, de l'Afrique, qui est également l'une de vos priorités. Peut-être un mot sur la situation également en France. Et puis, on n'oubliera pas la francophonie. Avant cela, point d'actualité sur les antennes de TV5 Monde et sur celle de RFI.
Retour international, nous recevons André Vallini, ministre français en charge du développement et de la francophonie, à l'occasion du sommet mondial humanitaire qui va se tenir à partir de demain à Istanbul. Ministre français du développement, est-ce que ça veut dire que c'est le ministre français en charge des relations avec l'Afrique ? Ministre du développement, ça veut dire que l'on doit s'occuper du développement de nombreux pays, en Afrique bien sûr, mais aussi en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. C'est une responsabilité passionnante que je découvre tous les jours, plus passionnante encore. Et pour ce qui est de l'Afrique en particulier, j'y vais évidemment régulièrement et je vois des choses formidables. Parce qu'il y a un afro-pessimisme, parfois, oui, vous savez bien. Il y a aussi un afro-optimisme. Et je vous renvoie d'ailleurs à un article du Monde daté... Ah, alors là, vous avez de bonne lecture. Daté du vendredi 20 mai. Les lions africains n'ont pas fini d'avancer. C'est un article parmi d'autres qui montre à quel point l'Afrique, c'est sans doute le continent d'avenir. On parle beaucoup de l'Asie depuis quelques années. Il faut observer ce qui se passe en Afrique. Il y a encore beaucoup de pauvreté en Afrique. Il y a des manquements à la gouvernance aussi, vous le savez. Beaucoup de progrès à faire en matière de démocratie, mais sur le plan économique, de nombreux pays africains ont décollé. Certains vont devenir pays émergents dans les années qui viennent. J'étais la semaine dernière à Paris, à la Banque mondiale, avec le Premier ministre ivoirien. La Côte d'Ivoire fait partie, avec le Rwanda, avec le Kenya, avec l'Éthiopie, avec le Maroc, avec d'autres pays, fait partie de ceux qui décollent le plus fort et le plus vite depuis quelques années. La France et d'autres sont là pour aider à ce développement, pour soutenir ce développement. Donc il faut cesser d'avoir une vision pessimiste du continent africain. Il y a beaucoup de problèmes à régler encore, démocratiques notamment, de santé, de sous-nutrition. Mais il y a aussi beaucoup d'espoir à avoir dans ce continent d'avenir qu'est l'Afrique. Il y a effectivement des pays qui émergent, mais ce qu'on observe du point de vue de l'aide publique au développement, c'est une chute de l'aide dirigée vers les pays les plus pauvres. Je voudrais savoir quelle est votre vision de l'aide publique au développement française. Est-ce que vous pensez que d'ici la fin du mandat de François Hollande va s'inverser la courbe de la baisse de l'aide publique au développement de la France ? Alors cette courbe, elle a été inversée dès cette année. En 2016, dans le budget 2016, nous avons inversé la courbe. Ça remonte un peu. Pas beaucoup, mais ça remonte un peu. Ce que je souhaite... C'est difficile l'analyse des chiffres, parce que certains estiment qu'elle a encore baissé par rapport à 2015. Non, pas en 2016. Elle a légèrement remonté. Ce que je souhaite évidemment pour 2017, c'est que cette remontée, entre guillemets, se confirme et s'accentue. Moi, je considère que l'aide publique au développement de la France n'est pas suffisante. Et que, puisque nous sommes souvent très prompts à donner des leçons aux Britanniques et à considérer que les Anglais sont un peu égoïstes ou un peu isolationnistes, ce qu'ils sont parfois, je parle de l'isolationnisme, je demande qu'on regarde les chiffres britanniques. Les Britanniques sont à 0,7% de leur produit intérieur brut consacré au développement. Ils l'ont mis dans la loi, le fameux 0,7%, ils l'ont mis dans la loi. Ça faisait partie des objectifs du millénaire. Ça fait partie des objectifs du millénaire, c'est vrai. Le Danemark est au-dessus encore. La Suède c'était la aussi. Condition pour réduire la pauvreté. Exactement. À l'horizon 2030. Et la France, avec 0,37, est bien en deçà de ce fameux 0,7%. Donc moi, je souhaite que dès 2017, l'aide publique au développement française soit significativement renforcée. Et je souhaite que l'engagement qu'a pris le président de la République, François Hollande, à la fin de l'été dernier, d'augmenter de 4 milliards l'aide publique au développement consacrée par la France aux pays africains notamment, mais pas seulement, soit confirmée. Vous savez qu'il a annoncé que les financements, notamment de l'AFD, passeraient de 8 milliards en gros par an, ils sont à 8,3 milliards cette année, à 12 milliards en 2020, plus 4 milliards dans l'espace des 4 ans qui nous séparent de 2020. Il faut confirmer cet engagement, il faut l'assumer, il faut le respecter, et la meilleure façon de le respecter, je le répète, c'est que dès le budget 2017, eh bien, l'augmentation du budget consacré à l'aide au développement soit confirmée, renforcée, et que l'Agence française de développement puisse agir encore plus qu'elle ne le fait aujourd'hui. Alors, est-ce que dans les chiffres dont vous parlez, est-ce qu'il est normal d'intégrer ce que l'on fait en matière d'aide aux réfugiés ou d'aide à la lutte contre le réchauffement climatique ? On ne l'intègre pas. L'aide aux réfugiés est séparée. Et ça, c'est très important. Les ONG, les organisations non gouvernementales, sont très vigilantes sur ce point. Il y a certains pays, notamment en Scandinavie, qui font déjà beaucoup pour l'aide au développement et qui donc ont tendance, et on peut les comprendre, à considérer que ce qu'ils font pour l'action humanitaire peut être
déduit de l'aide au développement. En France, les deux budgets sont séparés. Ce que nous faisons pour l'action humanitaire, d'urgence notamment, nous ne le comptabilisons pas dans l'aide publique au développement. Les deux choses sont séparées. Ça, c'est le premier point que je voulais vous indiquer. Je reviens sur les 4 milliards supplémentaires annoncés par le président de la République d'ici 2020. Moi, je souhaite que, au-delà des 2 milliards qui sont déjà fléchés sur le climat, puisque le président de la République a annoncé que sur ces 4 milliards, 2 seraient fléchés sur le climat. Je souhaite que pour ce qui est des 2 autres milliards supplémentaires, ils soient fléchés, entre guillemets, en grande partie sur l'éducation. Car j'y reviens, l'éducation est à la base de tout. On ne peut pas faire d'aide au développement à moyen et long terme sans s'occuper d'abord de l'éducation. Quand on est éduqué, c'est un lieu commun de le dire, quand on est éduqué, bien éduqué, mieux éduqué que c'est le cas aujourd'hui dans beaucoup de pays, on fait attention à sa propre santé, à sa propre hygiène, on fait attention à son environnement, on fait attention à la façon dont est gouverné son pays. En faisant progresser l'éducation, on fait progresser la santé, la gouvernance démocratique, le respect de l'environnement. Et puis, concernant les femmes et les jeunes filles notamment, plus elles sont éduquées, plus évidemment, on s'aperçoit qu'elles peuvent échapper aux prédateurs de toutes sortes qui peuvent parfois les manipuler et les traiter en esclaves. Et je parle des garçons aussi, parce que l'esclavage concerne aussi les garçons dans certains pays d'Afrique. Le travail forcé, évidemment, l'enrôlement des enfants dans les guerres. Monsieur Vallini, est-ce qu'il est également prévu que la France dope un petit peu son aide aux organisations multilatérales? Je vois que pour le programme alimentaire mondial, c'est quand même la lutte contre la faim, on est au 19e rang. Pour l'UNICEF, on est au 16e rang. Pour le HCR, on est au 14e rang, loin derrière la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Eh oui, Madame Balibo, vous avez raison. On est parfois trop loin dans ces classements et j'en suis le premier affligé. Je vais me battre à mon modeste niveau pour que les choses changent, qu'elles s'améliorent, que dans les classements, on soit mieux placé au niveau de l'aide apportée à l'UNICEF, au HCR ou au Programme alimentaire mondial. Je serai d'ailleurs à Rome le 13 juin puisqu'il y a une réunion du PAM Programme alimentaire mondial. Et que le pape va venir s'exprimer devant cette instance. Mais je souhaite surtout, je le répète, que la France soit mieux classée qu'elle ne l'est aujourd'hui au niveau du partenariat mondial pour l'éducation, le PME. Et ce que nous voulons faire avec Gordon Brown, j'y reviens, c'est une idée fixe chez moi, c'est de créer un dispositif spécifique à l'éducation en situation d'urgence au sein du partenariat mondial pour l'éducation. Il faut non seulement augmenter considérablement le PME, et la France doit y prendre sa part, et il faut au sein du PME créer une plateforme spécifique pour l'éducation en situation d'urgence. Vous verrez que beaucoup de choses à moyen et long terme s'amélioreront lorsqu'on fera beaucoup plus pour l'éducation. André Vallini, il y a une trentaine d'années, c'était François Mitterrand, dans un fameux discours à la Baule, il avait assorti en quelque sorte l'aide de la France au progrès démocratique. Est-ce que cette philosophie existe encore aujourd'hui ? Il est évident que dans les actions que nous menons, dans les actions que mène l'AFD au nom de la France, l'AFD c'est l'Agence française de développement, c'est notre opérateur principal, il est évident que nous posons des conditions relatives à la gouvernance démocratique des pays où nous intervenons. Et d'ailleurs, je vous signale que l'AFD a élargi son champ de compétences, si j'ose dire, et qu'elle s'occupe maintenant et de plus en plus de gouvernance démocratique. Il faut évidemment continuer à dire à nos amis et homologues africains que l'aide de la France sera évidemment d'autant plus importante qu'elle pourra s'accompagner et être accompagnée d'améliorations sur le plan démocratique. Et c'est pour ça que l'aide multilatérale aux organisations multilatérales peut être aussi un moyen d'éviter d'avoir des relations bilatérales problématiques ? Non, mais les deux sont nécessaires, surtout en Afrique. Nous avons une histoire commune avec l'Afrique, je parle de l'Afrique francophone, qui fait qu'on ne peut pas se passer d'avoir des relations bilatérales avec ces pays d'Afrique francophone, et heureusement. Mais la France tient les deux bouts de la chaîne. Le bilatéral, c'est important, le multilatéral aussi, évidemment. Et qu'est-ce que vous pensez de la façon dont opèrent les Britanniques, qui, eux, ciblent des pays très pauvres, qui interviennent peut-être dans moins de pays, mais avec des opérations assez importantes ? Oui, mais chacun agit comme il entend le faire. Nous avons décidé, nous, d'avoir une politique, c'est vrai,
d'abord ciblé sur les pays de l'espace francophone, mais pas seulement. Nous élargissons de plus en plus notre action en direction de l'Amérique latine et de l'Asie du Sud-Est, dans certains pays francophones d'ailleurs, d'Asie du Sud-Est. Les Britanniques ont leur façon de faire, nous avons la nôtre. Nous avons une histoire qui est différente de celle des Britanniques, même si les Britanniques ont été longtemps présents en Afrique, qu'ils le sont toujours d'ailleurs. Chacun fait comme il entend, comme il croit devoir faire, mais je répète que la France a une mission particulière, notamment en Afrique. Nous sommes attendus en Afrique. Et moi, je rencontre beaucoup de dirigeants africains et de créateurs africains, d'entrepreneurs africains, d'artistes. Quand je vais dans un pays d'Afrique, je vois les dirigeants, bien sûr. Je vois aussi l'opposition. L'opposition, quand elle peut s'exprimer, et c'est de plus en plus souvent le cas, heureusement. Je vois les milieux économiques, les milieux artistiques, les milieux de la création industrielle, littéraire, enfin bref, j'essaie de voir le plus de gens possible. La France est attendue en Afrique et on me dit souvent que la France donne l'impression de ne plus s'intéresser suffisamment à l'Afrique depuis quelques années. C'est ce qu'on entend sur place, ou d'autres, les Chinois, les Turcs, ça ne date pas de ce quinquennat, ni de celui d'avant. C'est vrai que depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, les Turcs sont de plus en plus présents, les Chinois évidemment, tout le monde le sait, les Indiens aussi sont très présents en Afrique, et les Africains francophones nous disent mais revenez, non seulement restez, mais revenez plus fort encore. Pourquoi il y a eu ce relatif désengagement de la France, selon vous ? Écoutez, ce serait trop long. L'analyse mériterait d'être menée par des spécialistes dont vous faites partie, sans doute, Monsieur Semo, mais l'essentiel est de regarder l'avenir. Moi, je vois que la France, avec François Hollande notamment, est très bien perçue en Afrique. François Hollande mène une politique, je parle notamment de ce qui s'est passé au Mali ou en Centrafrique, de ce qui se passe aussi autour du Nigeria avec l'opération Barkhane. La présence française, les opérations qu'a menées la France avec ses amis et partenaires africains à la demande des Africains et bien sûr sous le contrôle des Nations Unies, tout ce qu'a fait la France depuis 2012 est très apprécié en Afrique dans la lutte contre le terrorisme islamiste. Donc ne noircissons pas le tableau, encore une fois. La France est bien présente, on souhaite qu'elle le soit davantage encore. Les Africains nous le demandent, notamment sur le plan économique, et nous saurons répondre à leur appel. Oui, parce que là, vous mentionnez justement la présence française, mais sur le plan sécuritaire, sur le plan de la sûreté. Est-ce qu'on n'a pas eu le tort de déserter un peu la bande sahélo-saharienne du point de vue, je reviens là-dessus, de l'aide publique au développement? D'abord, on ne l'a pas déserté. J'étais au Niger l'autre jour lors de l'investiture du président Issoufou, et je peux vous dire qu'au Niger, notamment, mais pas seulement, la France est toujours là pour aider au développement du Niger, du Tchad aussi, du Mali bien sûr, mais il n'y a pas de développement sans sécurité. Vous le savez. De la même façon qu'il n'y a pas de sécurité sans développement, parce qu'on revient à l'éducation. Le développement, c'est évidemment d'abord l'éducation. J'ai une idée fixe, je le répète, et j'y tiens. Donc il n'y a pas de sécurité sans développement. Mais il ne peut pas y avoir de développement sans sécurité. Et la première chose que nous demandent ces pays de la bande saharo-sahélienne, c'est justement d'assurer avec eux, bien sûr, leur sécurité, sans quoi il ne pourra pas y avoir de développement. André Valigny, en vous présentant tout à l'heure, je précisais que vous étiez le ministre en charge du développement. Vous l'êtes également en ce qui concerne la francophonie. Alors naturellement, face à 3 médias francophones, TV5 Monde, RFI et Le Monde, nous ne pouvons pas oublier cet aspect. Généralement, quand nous recevons sur le plateau d'autres ministres de la francophonie, qui viennent du Québec, du Canada, Belgique, Suisse ou d'Afrique, c'est un portefeuille important. En France, on a l'impression que ça passe inaperçu. Oui, vous avez raison, et c'est un peu dommage. Je m'aperçois que la francophonie, elle parle beaucoup plus aux Canadiens, aux Québécois en particulier, aux Belges, aux Africains, aux Haïtiens, qu'elle ne parle aux Français. Ça semble aller de soi. Les Français, ils aiment leur langue. Ouais. Regardez les querelles sur l'orthographe, sur les réformes de l'orthographe. Les Français sont des amoureux de leur langue. Mais ils ne sont pas assez amoureux de la francophonie. Donc mon rôle, je vais m'y employer, c'est évidemment de faire comprendre aux Français que quand on aime la France, et notamment la langue française, il faut œuvrer pour la francophonie. Là encore, nous sommes attendus dans le monde, dans tous les pays francophones. Et la francophonie, c'est bien sûr un levier diplomatique. C'est important. Ça, les gens ne le savent pas assez. Mais lors de la COP21, dans les derniers jours des négociations au Bourget, Laurent Fabius, Ségolène Royal et bien sûr François Hollande ont actionné, si j'ose dire, le réseau francophone pour faire avancer... 80 pays dans le monde. Bien sûr, pour faire avancer certains points de l'accord, le fameux accord de Paris que nous sommes en train de ratifier. C'est grâce, en partie, pas seulement, mais grâce à la francophonie que certaines avancées ont pu être obtenues
par la France et par ses partenaires francophones. La francophonie, elle est aussi économique. Elle doit l'être de plus en plus. C'est un dirigeant africain qui disait, je crois, la francophonie, ça ne doit pas servir seulement à se réunir dans un salon et à manier l'imparfait du subjonctif. La francophonie, elle met quoi dans l'assiette des Africains, notamment? Donc la francophonie, et de ce point de vue, l'OIF est un travail remarquable avec sa secrétaire générale, Madame Michaëlle Jean. La francophonie économique, c'est favoriser, et nous le faisons, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, et notamment en Afrique. Donc ça, c'est la francophonie économique. Et résister, bien sûr, aux Chinois et aux Américains dans ce continent d'avenir dont je parlais tout à l'heure, qu'est l'Afrique. Et puis surtout, et j'aurais dû commencer par là, la francophonie, elle est avant tout culturelle. La francophonie, pour moi, c'est une sorte d'humanisme. C'est une façon de penser le monde, de le voir comme il est, mais de penser le monde comme il devrait être. Et c'est aussi une façon de parler au monde. Je disais tout à l'heure que le message français, le message des Lumières, de la Révolution française, des droits de l'homme, il est toujours aussi fort. Peut-être plus fort à l'étranger qu'en France mais même. Pourquoi les Français ne s'y intéressent pas à cette francophonie? Je le regrette, je vais essayer de faire en sorte qu'ils s'y intéressent davantage. Vous savez, monsieur, j'ai vu, lorsque j'ai provoqué, sans le faire exprès, cette polémique... on rappelle, le chanteur qui représentait la France s'exprimait notamment en anglais. Ça vous a agacé, ça? Oui, ça m'a un peu agacé. Ce qui m'a surtout agacé, c'est que le chant des supporters de l'équipe de France de football à l'Euro 2016 soit en anglais. Ah oui. L'Euro 2016 se passe en France et on ne fait rien de mieux pour choisir le chant des supporters que de choisir une chanson anglaise. Donc je l'ai dit par un petit tweet comme ça, et je me suis aperçu que ça provoquait pas mal tweet, c'est pas francophone, remarquez. Oui, de remous sur Twitter, mais dans la rue, chez moi en Isère, ici à Paris, je sens que les vrais gens, les Français qui aiment leur pays, aiment leur langue française et me félicitent, me soutiennent à fond dans cette défense de la langue française. Il y a une sorte de patriotisme de bonne aloi, enfin pas de nationalisme, de patriotisme de bonne aloi autour de la langue française. Il faut élargir ce patriotisme qui existe autour de la langue à la francophonie. Parce que la francophonie, je le répète, ce sont des cultures francophones, il y en a plusieurs, qui se fécondent les unes les autres, et depuis longtemps, c'est du rayonnement culturel, la francophonie. Et il faut que les Français aient bien conscience que la francophonie, elle est aimée partout dans le monde et pas assez en France. L'avenir du français, en bonne partie, est aussi en Afrique. Numériquement, pour oui, notamment au Congo, avec 100 millions d'habitants à terme, avec, selon certaines projections, en 2050, 800 millions de locuteurs français dans le monde, à condition que l'on soit bien là pour veiller à l'enseignement du français, parce qu'il se passe quelque chose. Ça recoupe votre obsession sur la question de l'éducation. Ça recoupe ma préoccupation première, majeure, obsessionnelle, relative à l'éducation. Et je vous indique d'ailleurs que dans certains pays d'Afrique francophone, notamment dans les pays du Sahel, l'enseignement du français n'est plus d'aussi bonne qualité qu'il l'a été il y a quelques années. Donc nous avons décidé, l'OEF a pris cette initiative, nous la soutenons, de créer un institut de formation des enseignants du français qui sera à Dakar, pour améliorer l'enseignement du français dans beaucoup de pays d'Afrique francophone, où le français ne recule pas en quantité, mais en qualité, dans la façon dont il est parlé. C'est très important. Et en quantité aussi, quand on rencontre des ambassadeurs de France venant de divers pays, y compris des États-Unis, même il y a de la demande. Les apprenants de français souhaitent avoir des structures et ça manque. Est-ce que la France, en tant que telle, membre de la francophonie, ne peut pas il faut faire plus. Là aussi, je pense que la France doit faire plus, qu'on ne fait pas assez. Un pays où il y a du chômage. Mais bien sûr, on ne fait pas assez. J'étais l'autre jour à New York, je suis allé au French Institute, en français. C'est l'Alliance française qui s'appelle comme ça. Vous savez, il y a une confusion entre les alliances françaises et les instituts français. Et bien là-bas, l'Alliance française s'appelle le French Institute. Et j'ai vu les efforts que nous devons faire pour que le français soit plus enseigné encore, car il y a une demande, même à New York, à Bogota en Colombie, au Brésil, il y a une demande très forte de gens qui veulent apprendre le français, au Japon aussi. Donc il y a beaucoup de pays dans le monde où on a un besoin de France, sans doute, de culture française, et une soif d'apprendre le français. Comment peut-on y répondre ? Avec un budget meilleur. Donc aidez-moi, je m'adresse à la presse, aidez-moi à faire en sorte que le gouvernement français, en 2017 et dans les années qui viennent, consacre un peu plus d'argent encore à l'enseignement du français à l'étranger. Vous avez plus de poids sur le gouvernement français que nous. Certains préconisent une solution, le privé pourrait s'impliquer là-dedans, des instituts privés. Oui, pourquoi pas. Moi, je ne suis pas a priori contre l'investissement du secteur privé dans l'enseignement du français. Ce qui compte, c'est d'obtenir un bon enseignement de la langue française dans tous les pays qui le souhaitent. Si le privé veut y contribuer, moi, je n'ai rien contre.
hein. André Vallini, vous êtes donc ministre en charge du développement et de la francophonie dans ce gouvernement. Vous êtes un proche de François Hollande. Est-ce que vous diriez, comme lui, ça va mieux? Vous n'êtes pas un peu déçu de voir la rue qui s'agite contre la loi travail? Pour l'homme politique que vous êtes, vous pensiez que ce serait aussi difficile, cette fin de quinquennat? Le quinquennat a été difficile depuis le début. Oui. Ça aurait été un quinquennat très difficile pour François Hollande, qui fait preuve d'ailleurs d'une capacité à encaisser les difficultés. Mais vous diriez ça va mieux? Parce que je crois que si on veut trouver l'explication à cette résistance de François Hollande, on peut la trouver dans le fait qu'il est en accord avec lui-même et avec l'idée qu'il se fait de l'intérêt du pays. Je ne pense pas, et vous ne pensez pas non plus, que François Hollande soit heureux des sondages qui montrent qu'il est assez impopulaire. Il n'est pas masochiste, François Hollande. S'il mène cette politique depuis quelques années de redressement de l'économie du pays, de redressement des comptes publics du pays, c'est parce qu'il pense que c'est l'intérêt de la France. Et la France, pardon de répéter ma question, est-ce qu'elle va mieux, la France? La France, elle va mieux, oui. Les chiffres sont là, la consommation s'améliore, l'investissement repart, la construction repart. Quand le bâtiment repart, l'économie va mieux, c'est un signe incontestable. Le pouvoir d'achat lui-même s'est amélioré, les fondamentaux s'améliorent, je parle des comptes publics, donc la France va mieux. Ça ne veut pas dire que la France va bien ou que tout va bien. Personne n'a dit ça. Mais objectivement, la France va mieux. Il faut que les Français s'en persuadent. Et je pense qu'avec du temps, de la pédagogie, ils vont finir par réaliser que la politique menée a été courageuse, difficile. Je parle notamment des hausses d'impôts que les Français ont eu à subir, mais que cette politique, elle a permis et elle va permettre de redresser le pays durablement. On est à 1 an de l'élection présidentielle. Pour vous, François Hollande est la seule solution ou est-ce qu'une primaire peut redynamiser votre camp? Moi, j'ai toujours été sceptique sur les primaires. Lorsqu'on a un président sortant, il est évidemment le candidat naturel de son camp. Pour moi, le candidat naturel des socialistes, c'est le président sortant, François Hollande. Je n'ai jamais beaucoup cru aux primaires. J'entends certains qui disent que ça pourrait relégitimer le candidat, en l'occurrence si c'était François Hollande. Certains veulent des primaires sans François Hollande. Certains veulent des primaires parce que c'est une façon pour eux sans doute d'affaiblir François Hollande. Moi, je pense qu'on a un président qui est courageux, qui tient le cap. Quand j'entends encore dire que François Hollande est indécis, je me demande comment on peut dire ça aujourd'hui, après 4 ans de gouvernement où il a tenu le cap difficile du redressement économique et financier. Donc on est derrière le président, on le soutient. Et maintenant, si on préfère que la droite revienne au pouvoir, eh bien, organisons des primaires suicidaires. Et qu'est-ce que vous pensez de cette petite chanson qu'on entend régulièrement ces jours-ci sur le ni droite ni gauche, qu'il faudrait finalement un gouvernement de coalition, quelque chose qui rassemble et qu'il y a une sorte de mur entre droite et gauche qui n'a finalement aucun sens pour la gouvernance du pays? Non, moi j'ai toujours considéré que le clivage droite-gauche, en France comme dans toutes les démocraties, il existe, il est réel. Il y a les conservateurs qui sont plutôt des tenants de l'ordre établi, et puis des progressistes qui veulent sans arrêt améliorer les choses, émanciper les individus. Voilà, je ne fais pas de sectarisme. Il y a des gens à droite très respectables et très estimables, j'en connais beaucoup, mais il y a aussi des gens à gauche qui méritent d'être entendus. Et pour moi, la confusion, elle débouche sur quoi? Sur un boulevard offert à l'extrême droite. Regardez ce qui se passe en Autriche. Il faut, en France comme ailleurs, que les gens puissent s'y retrouver. Il faut avoir des repères. La gauche et la droite, depuis la Révolution française, ça existe dans toutes les démocraties dignes de ce nom. Donc moi, je ne crois pas à la confusion, je ne souhaite pas la confusion. Et vous pensez que François Hollande est le candidat de la gauche? Ah, moi, je souhaite évidemment qu'au 2e tour, il soit le candidat de toute la gauche française, oui, bien sûr. Et si la gauche le rejette d'elle-même, de l'intérieur? Elle est atomisée, cette gauche. Elle n'est pas en bonne santé actuellement, oui. Moi, ce qui m'importe au premier tour, c'est que les socialistes soient rassemblés. Il faut d'abord gagner le premier tour pour être qualifié en vue du second tour. Et François Mitterrand disait toujours, il faut rassembler les siens au premier tour. Au 2e tour, on élargit évidemment. Et au 2e tour, si c'est le cas, eh bien François Hollande aura affronté le candidat de la droite, ou hélas, peut-être de l'extrême droite. Les choses seront alors à nouveau très claires. Mais il faut d'abord gagner le premier tour. Il faut que les socialistes, c'est pas seulement les militants, les électeurs, tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs du Parti socialiste, dans les valeurs de progrès social, de progrès partagé, de justice sociale, d'égalité républicaine, fassent bien le bilan de ce qui a été fait depuis 4 ans, et puis de ce que ferait la droite si elle revenait, et de ce qu'avait fait la droite avant 2012. Tout n'est pas parfait, mais bien sûr que c'est encore jouable. Même quand on voit des sondages extrêmement bas. Mais bien sûr, vous voulez que je vous rappelle les sondages qui donnaient Chirac à 11% et Balladur à 30%, presque élu dès le premier tour. Et comment vous analysez ce qui se passe aujourd'hui dans la rue, ce mouvement Nuit debout et les violences autour de ce mouvement? Dernière question de Sophie Malibaud. La France est un pays où le mouvement social a toujours été très vivace, très actif. Lorsqu'une loi est mal comprise et sans doute
pas suffisamment expliquée et qu'on la présente de façon totalement erronée, pour ne pas dire mensongère, comme une loi de régression sociale, ce qu'elle n'est pas, les syndicats mobilisent évidemment et il faut à nouveau que l'on explique mieux cette loi. Le 49.3 a été utilisé, évidemment, je le regrette, Manuel Valls aussi, il a dit, hein, il n'a pas fait de gaieté de cœur. Il faut mieux l'expliquer et montrer à quel point cette loi est porteuse de progrès économique, d'assouplissement de la vie économique sans revenir sur aucun acquis social. Parce que la trame de l'action de François Hollande, c'est de moderniser l'économie du pays sans toucher aux acquis républicains. Merci André Valigny, ministre français en charge du développement et de la francophonie, est venu sur le plateau d'International, TV5, RFI avec le quotidien Le Monde, avant que vous ne partiez à Istanbul pour ce sommet mondial humanitaire. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.